Bienvenue sur l'IDETA, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil que j'aime beaucoup, qui est Quarto, et qui concerne bien plus les data scientists. Alors jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle, mais maintenant, j'aimerais revenir un peu sur mes bases. Nous allons parler de Quarto, qui est un outil de publication, mais aussi un outil de travail très pratique pour la science des données. Donc vous verrez qu'avec ça, on pourra avoir une espèce de notebook qui nous permettra de travailler, et qui nous permettra de travailler avec plein d'autres outils, et qui est très puissant et qui a énormément de fonctionnalités. Donc vous allez voir ici pourquoi j'aime Quarto. Donc on se retrouve tout de suite. Alors, nous sommes dans un petit projet ici dans RStudio et le but ce sera de vous présenter un peu en quelques mots ce qu'est Quarto avant de pouvoir commencer parce que ce n'est pas forcément tous les jours que vous entendez parler de super outils. Donc on va ouvrir un Quarto document pour que vous puissiez voir ce que c'est. Donc ici je vais l'appeler exemple. Donc vous avez vu que j'ai cliqué en haut à gauche, ce qui me permet d'ouvrir cette petite fenêtre. Il me demande de mettre un nom, je peux mettre un auteur mais c'est optionnel et ensuite de choisir dans quoi je vais l'exporter. Pour l'instant, je vais laisser ça de base, sans problème. Il va me demander aussi un engin. Moi, je vais laisser NeedR, mais vous pouvez changer. Et ici, il va me demander si je veux utiliser la version visuelle. Pour l'instant, je vais désactiver. Comme ça, vous voyez un peu la version normale avant la version visuelle. Et je vais appuyer sur Créer. Vous allez voir que sur ma gauche, ce qui est apparu ici, c'est un petit notebook. Enfin, ça ressemble pas vraiment à un notebook pour l'instant. On dirait surtout beaucoup de texte. Et des caractères bizarres, mais grâce à ça, en fait, on va pouvoir générer des documents, donc je vous montre tout de suite. Donc ici, il va me demander un nom pour le document. Donc le nom que j'ai mis tout à l'heure, il l'a donné en nom de document ici pour le titre, mais pas pour le document ici. Donc ici, je vais l'appeler mon document, et ça va se finir par un QMD pour Quarto Markdown. On va voir dans quelques instants c'est qu'est le Markdown. Mais de manière générale, c'est un outil que j'avais déjà présenté dans dans une autre vidéo sur l'introduction à R Markdown et à Quarto. Et donc vous pourrez aller regarder cette vidéo si vous voulez plus de détails sur ce qu'est Quarto et ce qu'est R Markdown. Ici, je fais une brève présentation, histoire que vous sachiez de quoi on parle. Donc vous voyez que lorsque j'ai appuyé sur le bouton qui me permettait de produire un document, en fait, il m'a créé une page web, donc très pratique, avec ici, si vous voyez bien, du formatage pour le code. Donc ici, j'ai mis quelques dièses pour dire que c'est un titre de niveau 2. Ici, j'ai mis les méta-informations, donc ici le titre, le format dans lequel je voulais que ce soit exporté. Ici, quelques éditions, mais regardez ici, vous voyez que, tiens, j'écris du code R, et il a réussi à me générer le résultat du code R, ce qui est plutôt pratique. Et il me dit ici de echo false option disable the printing of code only output is displayed. Donc si vous n'avez pas trop compris ce que c'est, ça va nous permettre en fait de faire disparaître cette case de code qui est juste ici. Et c'est ce qui s'est passé là. Vous voyez que dans le premier, il n'a pas mis d'éléments spécifiques et ici il a mis un echo false et ça fait disparaître le code qui est ici et ça n'a fait apparaître que la réponse. Et donc si vous voulez que la réponse dans votre document, c'est la manière dont vous pouvez procéder. Mais il faut savoir que ici, on peut modifier énormément de choses dans ce document. C'est en fait très pratique. Enfin, vous pouvez même faire quelque chose comme ça, par exemple. Je vais mettre plot cars. Le jeu de données existe dedans. Oui, il existe dedans. Donc vous voyez que ça me crée un graphique ici. Et si j'appuie sur ce bouton qui s'appelle render ou si je fais CTRL majuscule K, hop, donc ça va me charger de nouveau en haut à droite. Quand je vais regarder les résultats, vous voyez qu'il m'a mis mon graphique en plein milieu de mon travail. Et donc ça permet de pouvoir créer un document avec Quarto. Donc ça ne s'arrête pas là, on peut faire vraiment plus que ça. On peut créer d'autres types de documents. Voyons voir, on peut créer des beamers, des i6, est-ce que des PDF, comme ça ici, voilà. Donc je peux lancer pour les PDF et voir ce qui va me sortir. Ah ouais, je n'ai pas de tech pour la tech installée. Donc ici, il va me demander s'il vous plaît, lancez ce code si vous voulez qu'il vous installe Tech ou TinyTech. Donc je vais le copier et au lieu de le lancer dans la console qui est dédiée à R, il faut aller dans le terminal. Le terminal, c'est là où vous allez retrouver généralement vos lignes de code. Et ensuite, je vais coller ça, s'il veut bien. Parfait. Et ensuite, je vais faire Enter. Et ensuite, il va me l'installer. Et donc, pendant qu'il me l'installe, moi, je vais repartir dans mon explication. Donc ici, je peux décider d'utiliser autre chose que PDF. Typiquement, ce que je peux utiliser, c'est Typest ou Typest. C'est le nouvel outil qui permet de pouvoir compiler vers du PDF ou maintenant vers d'autres nouvelles destinations comme par exemple HTML et ça le fait très bien et très vite. Et donc je l'aime beaucoup parce que ça permet d'éviter les problèmes avec TinyTech et je me souviens d'avoir eu tellement de problèmes avec. Et donc vous voyez que ici il m'a produit mon document exactement de la même manière en PDF.
Et ça ne s'arrête pas là, on peut produire de nombreux autres documents. Donc, voyez maintenant à quoi ça sert Quarto. Quarto, ça permet d'une part de pouvoir écrire son code, et par exemple, vous pouvez vous écrire des tutoriels, et ensuite commencer à coder et vous dire, bon, bah, A, ça va prendre la valeur de 10, ensuite on va faire 2 fois A, ensuite ça va me donner un résultat, et je peux lancer toute la case en faisant CTRL majuscule Enter, ou je peux lancer juste une partie de la case avec CTRL Enter. Donc voilà, et vous pouvez continuer à travailler après ça, et vous voyez qu'avec ça, on peut avoir un travail interactif et produire des documents lorsqu'on fait un render. On peut produire aussi différents types de documents. Par exemple, là, j'ai fait Types. En fait, je peux aussi produire à la fois un fichier HTML et un fichier Types. Mais ici, il faudrait que j'écrive default, si je ne m'abuse, default. Voilà, et donc quand je vais sur le render, maintenant il y a ce petit triangle qui est apparu, et quand je vais cliquer dessus, je peux transformer en HTML ou en fichier Types. Et donc très pratique, vous pouvez créer vos choses. Donc je vais aller regarder dans le terminal pour voir s'il a terminé l'installation de Tinitech. Oui, il a terminé, donc on va pouvoir tester le PDF full cette fois-ci. Et donc je vais essayer de render juste le PDF avec la version PDF. Et il fonctionne, que c'est bientôt bon, voilà. Alors, vous remarquez que le style n'est pas le même que le document que j'avais fait avec Types. Si on regarde, si on met à jour notre environnement ici, on va voir, bon, il a remplacé mon document avec l'autre PDF, ce n'est pas grave. Mais vous voyez qu'en fait, ici, c'est moins rond, ça a pris plus de temps à compiler, donc j'ai encore mes réserves sur TinyTech, qui fonctionne très très bien, on va pas se mentir, mais Types a vraiment révolutionné beaucoup de choses dans notre manière de faire du code. Et si vous ne croyez pas, on a toute une série de vidéos sur Types, donc vous pouvez aller la voir. Tous les liens sont en description. Maintenant, si vous voulez créer par exemple un titre en dessous de celui-ci, vous pouvez mettre 3 éléments et mettre un sous-titre par exemple. Mais par contre, je me dis que vous n'êtes peut-être pas fan de ça. C'est du Markdown, c'est très facile à écrire, vous pouvez apprendre très facilement à le faire, vous pouvez même faire des notations scientifiques avec du LaTeX, mais peut-être que c'est pas votre truc tout ça. Donc il y a un mode très particulier qui s'appelle le mode visuel, vous pouvez cliquer dessus, et ensuite quand ce mode visuel va apparaître, donc bon, vous avez toujours la possibilité de naviguer, que vous soyez en visuel ou non. Donc ici, vous voyez que maintenant, l'aspect a changé, là ça ressemble déjà plus à un titre, déjà de base, il y a des éléments qui apparaissent ici. En haut, vous pouvez déjà aussi faire des modifications, vous pouvez sélectionner du texte, les mettre en gras. Donc ça commence à ressembler beaucoup plus à un fichier Word que vous pouvez utiliser avec plein de manières d'éditer votre code, ce qui est plutôt pas mal. Et aussi, si vous voulez des options rapides, vous pouvez simplement faire cette espèce de slash dans ce sens-là. Et en gros, ce que ça va vous permettre, c'est d'avoir accès à des raccourcis rapides et vous dire, ah bah tiens, j'aimerais créer un bloc de code pour SQL. Et donc avec ça, vous avez tout ce qui... Donc franchement, une technologie très puissante, très efficace, je recommande. Donc maintenant que vous voyez un peu mieux ce qu'est Quarto, et si vous voulez plus de détails, je vous rappelle de nouveau, allez regarder cette vidéo que nous avons fait sur l'introduction à Markdown et Quarto. On va voir le plan de notre vidéo et pourquoi j'aime Quarto. Donc on a ouvert notre habituel fichier Markdown dans Obsidian, et donc la question ici c'est pourquoi j'aime Quarto. Donc on va voir 3 points très importants qui sont de 1, sa documentation, parce qu'une documentation ça peut faire énormément dans la qualité d'un programme. On a sa flexibilité, le fait qu'on peut utiliser énormément de choses avec et qu'il puisse fonctionner avec énormément d'outils. Son apport web qui a vraiment fait un énorme changement dans ma vie, dans le sens que avant je ne travaillais pas trop avec les technologies web, mais depuis qu'il y a Quarto, je mets vraiment les mains volontiers dans le travail. Donc ici, on a ces différents éléments et donc on va aller regarder un par un. Donc premièrement, on va aller sur le site de Quarto. Alors le site de Quarto, il est très bien fait, donc peut-être vous voulez l'arrêter en light mode. Moi, j'active souvent le dark mode pour éviter de me faire trop mal aux yeux. Et ici, vous pouvez voir qu'on a une introduction à Quarto, donc vous aurez le lien en description, mais c'est vraiment quarto.org. Et ici, vous avez une introduction qui vous montre comment utiliser Quarto, par exemple ici dans un Jupyter Notebook, comment l'utiliser ici à l'intérieur d'un R Markdown d'un Quarto. Même chose ici, Quarto R Markdown avec Julia, et même chose aussi ici avec un Observable. Mais notez que vous pouvez utiliser R et Julia en tout cas dans un Jupyter Notebook, voire même JavaScript en utilisant Dino par exemple. Et donc ici vous avez les avantages qu'ils mettent en avant. Mais une chose que j'aime beaucoup à l'intérieur, c'est qu'il y a ce point en haut qui s'appelle Guide. Donc si vous cliquez dessus, vous avez vraiment toute la documentation nécessaire et vous pouvez vraiment la suivre dans cet ordre-là. Donc premièrement par
l'authoring, donc comment créer du contenu en utilisant Markdown, mais aussi en utilisant la version visuelle, comment on fait des calculs, on fait du code, comment on utilise certains outils, comme par exemple comment les utiliser à l'intérieur de NeoVim, Positron, etc. Positron, c'est le nouveau éditeur de texte de Posit et qui travaille à la fois sur RStudio et Positron. Et ensuite ici on a comment on génère des documents. Donc ici on avait déjà vu l'HTML, le PDF, on peut aussi faire du Word, on a fait aussi Types, le Markdown et on a plein d'autres formats. On peut faire aussi des présentations, mais des présentations qui sont plutôt fixes, comme par exemple Beamer ou Office avec PowerPoint. Mais on peut aussi créer des présentations privilégiées. Et pour être franc, depuis que j'utilise Quarto, je ne fais plus du tout de présentation PowerPoint. Et ça va faire bientôt 5 ans, je pense. Donc juste pour vous dire à quel point c'est incroyable. On peut faire des dashboards aussi. Et l'avantage par rapport à quelque chose d'ancien comme Air Markdown, c'est que maintenant, ces dashboards, on peut les faire sans avoir besoin d'installer des librairies. Et en plus, ces dashboards vont fonctionner directement avec d'autres langages de programmation, ce qui est cool. On peut faire des sites web, on peut en faire des sites web mais très rapidement et publier très vite. Même chose pour les livres. Si vous savez comment créer un site web, créer un livre, c'est pas très compliqué. Vous avez les manuscrits si vous faites de la recherche. Vous avez tous les éléments interactifs, comment publier et comment gérer les projets. Et je pense que gérer les projets, c'est l'un des éléments les plus importants. Donc je recommande vraiment et très chaleureusement d'aller lire ça. Mais pour vous dire que la documentation est très bien faite, si vous suivez un élément comme par exemple comment utiliser Observable, qui est JavaScript mais orienté pour la data science, et là vous avez des exemples juste ici, vous allez voir que vous avez en haut à droite les chapitres, et tout en bas, ben, vous avez comment apprendre plus, et vous vous envoyez vers des articles qui peuvent vous informer davantage, et des articles qui sont liés à Quarto. Donc ce qui est vraiment cool, et tout en bas, vous pouvez revenir dans les chapitres précédents ou aller dans le chapitre suivant. Une autre chose que je trouve incroyable, c'est maintenant grâce à ce nouveau type de site qui existe aussi grâce à Quarto, vous pouvez cliquer sur Search et ensuite ici sur Search, vous pouvez commencer à chercher des informations comme par exemple je suis intéressé par Types ou Typest si vous préférez, les deux prononciations sont possibles et donc ici vous allez voir qu'il va me proposer plein d'endroits où Types a été mentionné et il me suffit simplement de me diriger vers un endroit et voilà, il m'y amène. Donc, franchement, la documentation est incroyable et c'est pour ça que j'ai aussi pas mal hésité à faire moi-même des vidéos ou mes propres documents pour Quarto. Mais la documentation est tellement bien que franchement, ce serait presque redondant de faire quelque chose comme ça. Après, si vraiment vous êtes intéressé, je peux vous montrer. Ça, c'était pour sa documentation, qui est vraiment incroyable, mais il y a aussi sa flexibilité. Donc, par flexibilité, c'est qu'on peut essayer de non-IDE, donc des éditeurs de code. Alors, si vous allez dans Get Started, vous allez voir qu'il va nous montrer comment utiliser Quarto dans Positron, qui est un peu un mélange entre VS Code et RStudio. VS Code qu'on a déjà présenté dans une autre vidéo et comment mettre VS Code pour Data Scientist. Si vous voulez la voir, il y a en description comme tous les éléments de cette vidéo. Les Jupyter Notebook, qu'on ne présente pratiquement plus maintenant, RStudio que vous connaissez très bien et qu'on vient d'utiliser, NeoVim et les éditeurs de texte et il vous montre comment utiliser Quarto dedans. Et pourquoi Quarto peut marcher dans tout cela? En fait, Quarto, c'est pas un simple notebook, donc vous avez montré ça, mais ça c'est un Quarto document. C'est-à-dire c'est un document Quarto et c'est pas vraiment Quarto. Quarto, en fait, quand vous le téléchargez, je vais aller vite fait dans mon petit terminal ici, hop, V, ben, en fait c'est un petit outil qui fonctionne par lui-même. Et donc ici, je fais Quarto V pour qu'il monte la version. Et si je lui demande, bon d'accord, qu'est-ce que tu peux faire Quarto-H, hop, il va me montrer tous les éléments qu'il sait faire. Et parmi ces éléments, on a pas mal de choses super cool, comme par exemple le fait de pouvoir convertir des éléments. Je ne sais pas si vous voyez très bien. J'espère que la taille correspond. Mais je relance le Quarto-H pour que vous voyez. Et par exemple, ici, il utilise Pandoc pour pouvoir convertir des éléments. Comme par exemple, ici, j'ai fait un render pour pouvoir lancer ce mon document. Mais en fait, je ne suis pas obligé de faire ça. Je peux aussi le render directement depuis le terminal. Et par exemple, je suis là. Si je fais, par exemple, ls pour voir tous les documents qui sont là, ben, je vois qu'il y a bien mon document de QMD. Donc par exemple, je peux me dire Quarto render mon document.qmd. Je dis ça pour éviter de me tromper. Et quand je vais lancer ça, ben, vous voyez qu'il commence à me le transformer et il va me créer en fait tous les éléments que j'ai mis ici, donc le HTML, le types, le PDF. Et en fait, je peux décider moi-même, ouais, en fait, finalement, j'ai envie que tu me renders ça différemment. Et par exemple, si je ne sais plus comment ça fonctionne, render, je peux faire render-h, donc Quarto render-h. Ensuite, tu vas me dire, bon ben, comment on render un markdown, parce qu'on peut render ça, les markdowns, les notebooks.
par exemple les Jupyter Notebook. Donc si quelqu'un a déjà travaillé dans un Jupyter Notebook ou dans un Markdown, vous pouvez très bien le faire. Comment on fait les métadatas? Et par exemple, il va me dire, ah bah tiens, ça c'est comment on décide dans quel type de document on le sort. Donc vous voyez qu'ici, je n'ai pas de document Word en bas, juste ici. Donc ce que je peux faire, c'est retourner sur ce Quarto Render, mon document, 2 ou docx. Quand je vais lancer ça, alors vous voyez que je ne l'ai même pas précisé en haut dans les YAML, mais pourtant il m'a créé mon document en Word. Et voilà. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, la raison pour laquelle ça marche aussi bien, c'est parce que c'est indépendant, c'est une machine de guerre, parce qu'on peut faire énormément de choses dedans. Il intègre Types, il intègre Pandoc, il intègre d'autres outils qui lui permettent de bien fonctionner. Donc c'est pour ça qu'il marche super bien. Je vous ai parlé brièvement de Types, mais Types, vous avez toute une série de vidéos dessus. L'avantage, c'est qu'il est très rapide, il compile très vite. Pour l'instant, il vise principalement le PDF, mais maintenant, il se spécialise en HTML. Et en fait, il va toucher de plus en plus d'éléments intéressants. Et si vous êtes curieux, vous voyez toutes les miniatures qu'on fait dans notre vidéo. Alors, moi, j'utilise personnellement Typest ou Typest, si vous préférez, pour pouvoir créer cet affichage et cette image, parce qu'on peut aussi transformer en image. L'autre avantage, c'est qu'on peut utiliser de nombreux langages de programmation, comme par exemple ici, j'ai utilisé R, mais si, par exemple, j'ai l'engine, on va voir si je peux changer d'engine. Voilà. Pour l'instant, comme engine, j'ai init R, qui me permet de lancer du R. Si, par exemple, j'ai la librairie Reticulate qui est installée, bah, du coup, ici, je peux créer un code, enfin, une boîte de code Python. Et si je fais 2 plus 2, oui, alors, il me dit que Reticulate n'est pas installé, donc il a remarqué que j'utilisais Python tout en ayant cet engin qui en fait fait tourner R. Et donc là, maintenant, il m'installe Reticulate. Et maintenant qu'il a fini d'installer, il est en train de télécharger NumPy. Il faut quand même télécharger NumPy, je sais pas. Mais en tout cas, il m'a rendu le résultat. Donc si je relance cette fois-ci, ça va plus vite. Et donc ça peut marcher. Ça marche de la même manière aussi pour Julia, l'un de mes langages de programmation favoris. Donc si je fais 2 plus 2 avec Julia, voilà. Il n'a pas retrouvé le package Julia Call qu'il faut que j'installe du coup. Donc remarquez que ici ma console a changé pour Python. Si je veux changer pour R, il faut que j'appuie sur ce petit bouton, enfin ce triangle ici. Et ensuite, il va me mettre celui de R. Ici, je peux faire install packages, entre guillemets, Julia Call, qui m'a demandé de prendre. Et ensuite, je vais l'installer. Et quand ce sera installé, ben, on pourra utiliser Julia. Donc voilà, c'est déjà fait. Quand je vais lancer, maintenant, il va commencer à mettre en place Julia, ce qui va prendre un certain temps. Mais après, j'aurai le résultat. Et voilà, il nous a sorti le résultat 4, donc ça a pris un certain temps avec Julia parce qu'il doit se mettre en place et compiler les binaires, mais voilà. Donc on a l'impression qu'on peut lancer les trois langages de programmation dans un même script, mais la raison pour laquelle ça marchait, c'est parce que j'étais sur R. Heureusement, Python et Julia ont aussi leur propre librairie pour pouvoir lancer du R, ou du Julia, ou du Python. Ici, si je change l'engin, je peux mettre quelque chose comme Julia, ou je peux mettre comme autre engin Jupyter. Et en fait, ici, quand je vais lancer Jupyter, ça va me permettre de lancer plutôt tout ce qui est Python. Et donc, du coup, si je veux utiliser R, il faut que j'utilise un autre package pour ça, qui est RPy, ou PyR, si je ne me trompe pas. Mais je vais vous montrer tout à l'heure un autre moyen d'utiliser ces langages. Mais bref, vous n'avez pas besoin d'avoir R installé pour pouvoir utiliser ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir RStudio installé, ce qui le rend très flexible. Donc, on va parler des embeddings qui sont vraiment super puissant et super cool. Je vous avais parlé du fait que normalement on ne peut pas lancer les mêmes langages, enfin des langages différents dans le même code, sauf si on a des packages qui nous permettent de les utiliser. Mais parfois, en fait, on n'a pas forcément ces possibilités-là, et peut-être que je suis en train de travailler avec des collègues qui utilisent leur propre langage dans d'autres documents. Comment on va faire notre embedding? Donc, pour pouvoir embed, c'est-à-dire encastrer d'autres documents, bah, il nous en faut un à encastrer. Donc, je vais créer un nouveau document Quarto par exemple. Hop. Et ensuite ici je vais l'appeler à ajouter. Hop. Je vais le créer, je vais l'enregistrer et cette fois-ci je vais l'écrire sans accent à ajouter. Excellent, .qmd. Et donc voilà, il s'est ajouté juste ici. Et donc ici, pour qu'on voie bien la différence, je vais l'appeler titre 1. Et là je vais l'appeler titre 2. Top. Maintenant, si je veux ajouter ce document, ce que je dois faire, c'est utiliser l'embed. Si vous ne vous souvenez plus de comment ça marche, en fait, on peut utiliser la merveilleuse documentation. Donc, on revient sur le site. Et sur le site, on peut cliquer sur la loupe. Et ensuite, ici, je peux chercher embed.
Et voilà, là il me sort le premier qui est Embedding from Other Document. Et ensuite, depuis là, ben, j'ai les exemples. Et donc, apparemment, il suffit juste de faire ce signe-là, embed, le nom du document, peut-être une partie du document à l'intérieur, et la fermeture. Donc, on va récupérer ça. Et je crois que j'ai quitté le mode visuel pour garder le source. Je sais pas s'il va bien fonctionner sans. Et ensuite, ici, il faut juste que je remplace cette partie. Donc, on a appelé le nouveau document à ajouter, à underscore ajouter, .qmd. Et donc, il va l'ajouter en entier juste avant Quarto. Et donc, si je render, alors il est en train de render, et normalement, si je render, il est censé prendre la partie qui vient de A ajouter, puis l'ajouter dans le résultat des nouveaux éléments qui ont été créés. Ah bah voilà. Donc, vous voyez qu'il a mis le titre à ajouter, qui vient de A ajouter, le titre 1 et le titre 2. Il les a mis dans tous les documents. Bon, là, j'ai render avec tous les documents, c'est pour ça que ça prenait pas mal de temps. Et je vais même retirer le code Python et Julia pour gagner un peu de vitesse. Excellent dans la compilation. Et l'embed, c'est pratique parce que c'est-à-dire que je peux utiliser un autre document Quarto qui est écrit avec un autre langage de programmation et ensuite l'utiliser à l'intérieur de celui-ci. Et aussi noter que dès le moment en fait un langage de programmation a été ajouté dans NitR, par exemple, on a Java qui a été ajouté, on a C qui a été ajouté, et même chose aussi pour Jupyter, il y a d'autres langages qui ont été ajoutés dans leur engin, et en fait on est en mesure de pouvoir les utiliser à condition qu'on a les packages qui sont dédiés, donc plutôt cool, ce qui donne beaucoup de flexibilité. On a les automations, donc on va pas rentrer en détail à ce niveau-là parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps, mais sachez que lorsque vous produisez un document, vous pouvez décider que, dépendamment des données qui sont à disposition, en fait le document va se construire d'une manière plus ou moins différente. Vous pouvez décider aussi de pouvoir automatiser, donc depuis un script seulement, enfin ou un document, vous pouvez créer plusieurs documents qui ont chacun leur particularité. Donc franchement, c'est une machine de guerre. Vous pouvez aussi lancer du R, du Java, script et du Lua à n'importe quel moment pour que le code puisse fonctionner comme vous le voulez. Et il y a même une librairie qui s'appelle Quarto dans R qui permet de pouvoir contrôler Quarto depuis R. Après, il y a son apport dans le web. Donc premièrement, une chose que vous avez probablement remarqué, c'est qu'on peut créer des sites web, mais aussi, en plus de pouvoir ajouter ou embed des éléments, on peut aussi écrire directement du code HTML, comme par exemple, je peux faire H1, c'est mon titre, H1, voilà, et ensuite je vais le render dans de l'HTML, et voilà, vous voyez qu'il a été ajouté, et Quarto a son propre style aussi pour pouvoir gérer les éléments et les balises, comme par exemple tout ce qui est div, etc. Vous allez voir que ce sera cette forme-là. Et ensuite, vous aurez à l'intérieur des éléments. Et donc, avec ça, vous aurez des petits raccourcis, des codes qui ont été ajoutés. Vous pouvez aussi ajouter des classes comme ça. Donc, si je mets, par exemple, point ma classe, bah là, je viens de créer une classe à l'intérieur de la balise. Et ensuite, je vais faire ma balise de cette manière-là. 1, 2, 3. Mais après, je peux décider d'en mettre 4. Mais il faut que, du coup, ici, j'en utilise 4. Et en plus, à l'intérieur, je peux juste les combiner à l'intérieur et mettre autant que je veux, de sorte à ce que j'ai ma propre structure. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'en fait, tout ce code ici peut servir à écrire de l'HTML. Un autre truc aussi qui est sympa que j'avais oublié de vous dire, c'est que lorsque vous exportez en plusieurs formats, par exemple moi j'ai exporté en HTML, quand je vais regarder mon fichier HTML, en fait, il y a d'autres formats qui ont été ajoutés directement dans ce document, et donc si je clique sur le Typest, vous voyez qu'il m'a généré aussi la version Typest à l'intérieur de l'HTML et aussi la version PDF. Donc ce qui peut être cool si vous voulez distribuer plein de versions. L'un des plus gros apports pour moi c'est Reveal.js, donc je vais vous montrer assez rapidement ce que c'est. Donc ici vous pouvez choisir comme autre format, cette fois-ci c'est un format de présentation, donc je vais supprimer tout ça et je vais mettre Reveal.js, je vais mettre default pour l'instant, voilà. Et quand je vais générer le document, donc vous allez voir qu'il va se comporter différemment, bah là vous voyez que j'ai un document de présentation, et donc là j'ai des slides que je peux tourner et que je peux faire marcher, et donc il y a pas mal de choses pour animer les présentations, et l'avantage c'est que ici c'est premièrement une page web, donc on va pouvoir la mettre facilement en ligne, si jamais j'ai besoin que d'autres personnes puissent avoir accès à cette présentation, et je vais vous montrer quelques présentations que j'ai mis en ligne depuis GitHub, et si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur comment mettre rapidement en ligne toute présentation ou tout fichier HTML sur votre GitHub. Et en plus, vous pouvez mettre de l'animation parce que c'est une page web et c'est très facilement partageable. Et moi, depuis qu'on m'a montré ça, je l'utilise souvent. Il y a tout en bas à gauche cet hamburger qui permet de pouvoir
se balader à l'intérieur du code. Vous pouvez aussi appuyer sur M pour réouvrir cette partie-là. Vous avez aussi les outils. Vous pouvez décider par exemple de permettre de pouvoir dessiner dessus, de pouvoir avoir un tableau. Je ne vous montrerai pas ça, peut-être qu'on fera une vidéo spécifique sur ça. Vous pouvez appuyer sur E et ça va transformer votre présentation en présentation PDF et donc tout le monde pourra l'imprimer. Donc ça aussi c'est quelque chose de pratique. Si vous faites F, ça va faire le plein écran. Escape, ça va quitter le plein écran. Et bref, il y a pas mal de choses pour naviguer, par exemple aussi. Un exemple tout bête, vous pouvez appuyer sur Escape quand vous êtes en pleine présentation. Et hop, ça va vous montrer la présentation de cette manière-là. Donc, vous pouvez faire pas mal de choses. Et je vais vous montrer, par exemple, une présentation que j'ai bien aimé faire. Donc, je suis allé sur mon repository GitHub. Et vous allez voir que, en fait, c'est simple. Il suffit juste d'appeler le fichier index. Et ensuite, il va le créer en tant que index.html. Et ensuite, quand vous êtes ici, il vous suffira simplement d'activer la création de page. Et ensuite, vous pourrez avoir votre lien ici. Et typiquement, moi, ce que j'aime bien faire avant de présenter, c'est que je vais mettre mes présentations en ligne en utilisant justement toutes ces technologies. Et donc, du coup, l'avantage, c'est que moi, je peux continuer à travailler dessus tout en donnant la présentation à la personne qui doit avoir le document en avance. Et donc, vous savez, des fois, on demande bien en avance le document, mais on n'a pas forcément complètement terminé. On envoie une première version, puis une deuxième, puis une troisième. Ici, j'envoie simplement un lien et ensuite, tout le monde y a accès. Et en fait, c'est très bien fait. On peut animer tout ce qu'on veut et ça peut donner des résultats très agréables. Et bien sûr, vous ne pouvez pas faire ça qu'avec les présentations Reveal.js. Vous pouvez faire ça aussi avec des livres, vous pouvez faire ça aussi avec des sites web, et donc tout héberger assez rapidement. Nous avons aussi les fameux dashboards. Voilà, si je mets format dashboard default, et ensuite que je render, voilà, donc il m'a créé un dashboard qui fonctionne de cette manière-là. Donc ici, on peut ouvrir les boîtes de code. Bon, pour l'instant, c'est pas très joli, j'ai mis énormément de texte, alors que d'habitude, on n'est pas censé mettre ça, enfin autant de texte. Typiquement, hop, là, si je clique, il faudrait que je retrouve l'illustration est ici, voilà. Si je change quelques points et que je décide peut-être d'imprimer, enfin, de ne garder qu'un titre ici, et de garder que les boîtes de code, voilà, comme ça, et que je relance, voir à quoi ça ressemble maintenant. Voilà, et vous voyez qu'il m'a mis tout ça en page directement, et on peut changer tout l'aspect et décider comment les choses interviennent. Et une chose qui est super avec ça, c'est que souvent on se dit, ah bah tiens, je vais faire une application avec elle, une application Shiny pour mon dashboard, mais parfois vous n'avez pas besoin d'autant d'éléments. Si vous avez juste besoin d'une petite réactivité, il y a un package qui est super qui s'appelle Crosstalk, qui permet en fait de pouvoir prendre des éléments interactifs et les synchroniser. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, nous voici sur le site du package Crosstalk. Ici, vous voyez qu'on a d'un côté une page qui utilise Leaflet. Et Leaflet, c'est ce package qui permet de faire des cartes avec des belles visualisations gratuitement. Et ici, en fait, vous n'avez même pas besoin de connexion Internet, etc. Vous avez juste besoin simplement que le fichier soit disponible et ensuite, il est pour vous et vous pourrez l'utiliser. Ici, c'est un tableau GT ou DT, si je ne me trompe pas. Ah oui, Show Source Code. Voilà, c'est un tableau DT, donc il est aussi interactif, donc on peut classer les éléments, on peut faire des recherches. Et ensuite ici, on a juste ajouté cette barre qui permet de filtrer. Et vous voyez qu'en même temps que je filtre, ça change sur la carte, mais aussi dans le tableau. Celui qui est assez cool, et en fait, pour pouvoir le faire, rien de très compliqué. Vous prenez le package Crosstalk, vous prenez les librairies, enfin les packages pour faire vos animations. Vous prenez votre jeu de données. Bon, ici, faites pas trop attention, ils prennent juste un échantillon de 100. Vous utilisez cette fonction-là, Share Data avec New. Et ensuite, vous le mettez dans un objet. Et simplement, vous pouvez mettre cet objet à l'intérieur de ce filter slider, qui est cet élément juste ici, qui va faire le filtre. Et ensuite, ici, BSCall, je crois que ça vient du package BS4, ou un autre, je ne me sens plus exactement, BSLib, pardon. Qui permet en fait de pouvoir joindre des éléments HTML ensemble d'une manière très visuellement plaisante. Et ensuite ici, vous prenez votre élément leaflet, donc la carte ici, vous prenez votre tableau, donc data table ici, ce tableau-là, vous les mettez ensemble, tout en ajoutant les fichiers partagés, donc vous voyez ce SD-là qui a été créé, et tout d'un coup, vous avez les éléments qui fonctionnent ensemble. Et donc franchement c'est cool. Alors, on pouvait faire ça aussi avec Flex Dashboard, mais Quarto rend ça tellement plus simple parce que maintenant, si je veux aussi passer
à du Python ou à du Julia, je pourrais essayer de faire la même chose. Par contre, je ne connais pas de package Crosstalk là-bas, mais voilà, c'est un exemple. On peut aussi faire très rapidement des sites web et des bookdown. Par exemple, imaginons que je crée maintenant un nouveau projet. Je vais faire un new directory. Je vais aller dans Quarto website. Je suis désolé, vous voyez probablement pas bien, mais c'est l'espèce de rond là qui ressemble à un ballon. Quand je vais faire le Quarto website, il va me demander un nom. Je vais l'appeler par exemple website. Je dois décider où je vais le mettre. Donc je vais maintenant R, projet, et je laisse ici dans projet, voilà. Et ensuite, je peux créer le projet. Voilà, tout a été mis en place pour moi. Il y a un Quarto.yaml qui est très important lorsque vous gérez des projets. Et ensuite, maintenant que c'est bon, ben, je peux créer mon site, je peux juste faire render. Et voilà, j'ai mon site web avec les différentes parties de mon site web. Et donc, je peux décider d'ajouter des pages, de les gérer comme je veux. Et vous allez voir que c'est très facile. Et une fois que en fait, vous avez déjà cette base, il vous suffit simplement de quelques boutons pour pouvoir le mettre en ligne. Et c'est vraiment pas très compliqué. Et donc, c'est ce que j'aime bien. Pour nous qui faisons de la data science et qui ne sommes pas des web développeurs, c'est bien de pouvoir avoir un moyen très rapide de pouvoir mettre juste un petit site qui fonctionne en ligne. Et on a déjà parlé de la syntaxe HTML et CSS, mais par exemple ici dans les sites, vous pouvez utiliser de l'HTML et du CSS de nouveau. Typiquement, normalement, on peut créer, voilà, vous avez un style.css qui est juste ici et qui normalement a été ajouté dans le Quarto YAML, voilà, et dans le Quarto YAML, vous allez retrouver le style.css, mais vous pouvez aussi décider de créer par exemple un nouveau fichier, hop, que je vais appeler style.scss. Voilà, il a été créé ici, donc ça c'est un fichier SAS. Si vous ne connaissez pas, c'est un autre type de CSS et il fonctionne plutôt bien et le compilateur de SCSS est déjà de base ici et il me suffit juste de remplacer ça et ensuite il va prendre en compte le SCSS ici. Donc c'est vraiment super. Vous allez voir que si vous n'avez que des bases mineures ou aucune base en développement web, ben, vous allez comprendre assez vite. Mais il y a tellement de choses que je pourrais dire sur Quarto, pour être franc. Mais il n'y a pas le temps en une vidéo et celle-ci est déjà assez longue. Mais j'espère que vous aurez vu des nouveautés et que ça vous encouragera à commencer à utiliser Quarto. Si vous voulez des contenus particuliers sur Quarto, n'hésitez pas à me le dire. De base, j'ai mis ça de côté parce que je n'ai pas vu énormément de personnes intéressées. Je me concentre surtout sur des sujets qui ont l'air d'attirer du monde. Mais si vraiment il y a une équipe, un groupe qui est très intéressé par ça, ben je peux faire des vidéos où je consulte et je poursuis la documentation tout en vous montrant en fait comment commencer pas à pas, par quoi commencer et faire quelques petits exemples et exercices. Peut-être dans le même type que Julia Cillier, je ne sais pas si vous la connaissez, qui travaille à Posit. Et elle, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des vidéos où elle travaille sur des thématiques en particulier et elle utilise des outils tels que les outils de machine learning dans R ou simplement les analyses de données. Et à la fin, elle obtient quelque chose, mais le fait d'avoir fait ça, elle utilise tout un tas d'outils et les personnes qui regardent cette vidéo ben, apprennent que ah tiens cet outil existe, ah on peut faire ça comme ça, ah je vois comment les autres travaillent et en fait ça permet de voir le workflow plutôt que d'avoir un cours où tout est en fait tout pré-mâché, tout fonctionne très bien et sans aucun problème. Mais bref, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez besoin de quoi que ce soit et si vous avez des questions aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ces derniers temps, j'ai pas énormément de temps de faire beaucoup de vidéos, donc je fais comme je peux. Et là, je suis content que j'ai eu le temps de faire celle-ci. Je vais continuer avec le contenu usuel et essayer d'ajouter plus de contenu en data science et pas faire que de l'intelligence artificielle, mais ça va être très compliqué parce que ces contenus sont très faciles à faire. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Et en attendant de se revoir dans notre prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt.